Bienvenue à Femmes innovantes, une série de balados présentée par Randstad Canada dans le cadre du programme Les femmes qui transforment le monde du travail. On y explore des stratégies gagnantes pour naviguer dans un marché du travail en constante évolution grâce à une série d'entrevues inspirantes avec des femmes audacieuses et passionnées qui façonnent le monde du travail de demain. Bonjour, je suis votre animatrice Marie-Noëlle Morancy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Amira Boutouchelt, présidente et cofondatrice de Bridger, une entreprise qui accompagne les PME manufacturières dans leur transformation numérique. Bonjour Amira. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Écoute, tu es diplômée en informatique et en sciences de la gestion, administration des affaires et management et déjà à la tête d'une entreprise. Tu as à peine presque 30 ans la semaine prochaine. Est-ce que tu t'imaginais de faire un tel parcours si jeune lorsque tu étais petite fille? Est-ce que ça fait longtemps que tu penses à ça, l'entrepreneuriat, les techs? Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps ou c'est récent? Ou comment ça s'est passé, le parcours? Je dirais que non, quand j'étais petite fille, je voulais être pilote d'avion. J'ai toujours été très, très passionnée d'avion. Donc non, rien ne me destinait à avoir ce parcours, encore moins à vivre à Montréal. Ça, j'aurais jamais cru que je vivrais à Montréal un jour. Mais je pense que c'est venu au fur et à mesure et puis sans réellement se poser beaucoup de questions. Donc à la fin de mon parcours au lycée, j'ai fait mes études en Algérie. J'ai fait de l'informatique parce que j'avais eu un ordinateur à la maison très très jeune, ça m'intéressait, ça avait l'air fun, donc je me suis dit bon, on va essayer, mais à aucun moment je me suis dit il y a pas de fille ou quelque chose comme ça, c'était pas du tout dans mes préoccupations. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, c'est des décisions prises, c'est des opportunités, je pense que c'est des étoiles qui se sont alignées, voilà, tout simplement. Puis, comment tu as commencé? Est-ce que tu n'as pas commencé comme entrepreneur tout de suite? Est-ce que tu as fait d'autres types d'emplois en technologie avant de te lancer toi-même ou assez rapidement tu t'es lancé? Ah oui? Non, je n'ai pas eu d'autres emplois. Ah! Tu as commencé déjà? Oui et non, dans le sens où j'ai fait pendant toutes mes études beaucoup d'associatifs. Donc, j'ai fait beaucoup d'ONG étudiantines ou pas au travers de mes études. Et en terminant toutes mes études, ma maîtrise, j'ai enchaîné maîtrise après mon diplôme de génie juste après. Puis j'ai travaillé, mais par exemple pour HEC, pendant toutes mes études, je travaillais à mi-temps, j'étais assistante de recherche pour la chaire. Donc pour moi, je compte pas réellement ça, j'ai toujours travaillé. Mais je n'ai jamais eu de 9 à 5 avec un emploi du temps très strict. Même les emplois que j'ai effectués, c'était très OK, on a un budget, voilà le projet à réaliser, faut le faire. Donc ça a toujours eu un petit peu cet esprit où je devais gérer un projet, puis je me suis toujours retrouvée à gérer des projets, même quand c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc ça s'est fait ainsi, et puis à la fin de ma maîtrise, j'ai eu la chance de travailler sur un projet de recherche où il a fallu étudier des entreprises à forte valeur ajoutée, puis la majorité était industrielle et manufacturière. Et puis j'ai fait ça donc en Afrique du Nord et au Québec. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde industriel. Puis au bout d'une année, je me suis dit, bon, là, c'est quand même le fun comme projet parce que je voyageais beaucoup, j'ai visité beaucoup d'entreprises. Mais après, c'était un budget limité. Et puis je me suis dit, bon, là, j'ai 2 diplômes, faut que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Et puis à ce moment-là, j'ai revu mon cofondateur que je connaissais depuis un bon moment. Et puis, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, on a la même vision, est-ce qu'on ne devrait pas commencer maintenant? C'est vrai que tout le monde me disait, oui, travail et un petit peu d'expérience et le salaire qui va avec, ça va être plus simple et tout, mais mon intuition me disait que d'y aller. Puis je me disais, écoute, de toute façon, aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Oui. Donc, autant essayer et puis voir où ça me mènera. Mes diplômes, je les aurai toujours quoi qu'il arrive. Puis si ça marche pas, je changerai de parcours. Donc concrètement, non, je n'ai jamais eu de 9 à 5.
Mais j'ai quand même toujours travaillé, fait beaucoup de choses. Donc, c'est un peu via la recherche que tu t'es amené à concrétiser ça sous forme d'entreprise, en fait, puis d'offrir ces services-là de façon un petit peu plus structurée. Oui et non, dans le sens où, contrairement, j'ai pas fait une recherche dans le domaine où j'étais. J'écrivais des diagnostics, des cas sur des entreprises à forte valeur ajoutée. Il s'avère que c'était tous des entreprises industrielles manufacturières, donc c'était des genres de diagnostics. Avec mon background technologique, je voyais des choses, je me disais, attends, il y a quelque chose. Et puis, en discutant avec mon cofondateur, plus on discutait, plus on explorait l'industrie, plus on se rendait compte que, il y a les entreprises manufacturières aujourd'hui, puis il y a eu un article il y a juste quelques jours où on dit qu'elles ont raté le virage 4.0. Mais nous, on se disait, c'est pas qu'elles le ratent, c'est qu'elles n'ont pas les bons outils. C'est qu'elles ne sont pas outillées pour prendre des décisions éclairées et puis des décisions un petit peu où le chef d'entreprise a tous les clés en main pour décider de ce dont il a besoin pour l'évolution de sa compagnie. Donc c'est comme ça qu'on a créé Bridger, puis on a appelé Bridger réellement pour dire on veut créer un pont entre l'entreprise et les ressources dont elle a besoin, principalement technologiques aujourd'hui. Puis on s'est dit, on va faire simple, on va essayer de l'aider à répondre à 2 questions. Quoi faire dans cette transformation? Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a tellement de buzzwords qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Et puis la deuxième question, c'est avec qui? Parce que c'est bien d'avoir des diagnostics, de se dire, OK, j'ai besoin de ça et ça, mais aujourd'hui, quand je suis une entreprise dans ma chaîne de production tous les jours, je n'ai aucun moyen de savoir quel fournisseur est qualifié pour moi, surtout quand c'est des technologies de pointe ou des technologies qui n'ont pas 20 ans, 30 ans de preuve. Ça a été quoi tes constats sur le terrain, tes observations par rapport justement à la transformation numérique? Est-ce que les entreprises sont plus prêtes, moins prêtes que tu aurais pensé? Est-ce que ça dépend vraiment? Ou est-ce que tu as l'impression qu'elles sont de plus en plus prêtes ou de mieux en mieux ont une meilleure connaissance de ce que ça veut dire la transformation numérique? Je pense que ça dépend des industries. Puis nous, ce qu'on voit, c'est plus on exporte et on a de la compétition à l'international, plus on va être aux aguets de ce qui peut nous aider à améliorer notre compétitivité. Ça passe par une augmentation de la productivité, mais pas que. Ça, de temps en temps, c'est de la réduction de coûts. De temps en temps, ça passe par plusieurs choses. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour le monde manufacturier. On a beaucoup entendu ça, on a beaucoup entendu le mot industrie 4.0. Je pense que automatisation, robotisation, intelligence artificielle aussi dans certains cas. Et je pense qu'il y a une bonne chose et une mauvaise chose qui en est sortie. La bonne chose, c'est que oui, c'était une très bonne chose de faire tout ça parce que au moins les gens en ont entendu parler. La mauvaise chose, c'est qu'on en a tellement entendu parler qu'on est perdu au final, c'est quoi faire, par où commencer. Exactement. Cette année, tu as été ambassadrice pour l'initiative Femmes en Tech d'Ubisoft, destinée à inspirer et encourager les jeunes femmes à considérer les carrières en technologie. Pourquoi c'est important pour toi, cette activité-là? Pourquoi tu t'es engagée là-dedans? Alors, ça fait Bridger a 3 ans et demi à peu près aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé, ça a toujours été parce que mon instinct me disait qu'il fallait y aller. Puis je me suis jamais arrêtée à ce genre de questions jusqu'au moment où je suis devenue cofondatrice de Bridger, où on a commencé à me poser cette question. Et j'ai commencé à avoir un état des lieux, parce qu'à être plus présente, à faire des événements, à avoir des choses, et à voir que c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes à recruter. Et puis je le sais, je suis en Basse-Pise, on a du mal à trouver des femmes dans certains domaines. Donc au moment où la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain et Ubisoft m'ont appelé, et puis ils m'ont dit est-ce que tu voudrais l'aide, je me disais ça va réellement bien avec la vision qu'on a, avec qui je suis en tant que personne, mais aussi ce qu'on veut faire avec Bridger, et aussi dans le fait qu'aujourd'hui on manque de ressources dans plein de domaines et dans le secteur manufacturier énormément. D'ailleurs, il y a un très beau programme fait par le CRIC et le MEQ, ce qui s'appelle Femmes 4.0, pour pousser plus de femmes à développer leur carrière dans l'industrie manufacturière. Donc on s'est dit, en fait, c'est ce qu'on veut représenter. Puis moi, je suis dedans.
Puis je sais qu'il y a énormément d'opportunités. C'est très très fun d'être dans cet environnement. C'est pas facile tout le temps. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je me suis rendu compte que c'est vrai que beaucoup de femmes se posaient beaucoup de questions que moi j'ai eu la chance de pas avoir à me poser. Parce que j'avais l'environnement autour, parce que on m'a dit qu'il fallait pas trop se poser de questions dans la vie. Donc je me suis dit, écoute, si on peut allier ce qu'on veut faire, la mission de Bridger, notre vision, à quelque chose qui peut avoir un réel impact, pourquoi pas? Mais parce que c'est vrai, puis selon des statistiques, les Québécoises représentent à peine 20% des effectifs en technologie, encore. C'est toujours surprenant quand je lis des statistiques comme ça. Pourtant, effectivement, c'est le fun des technos. Pas tout le monde qui est bon là-dedans, mais c'est le fun. On en parle tout le temps. C'est un domaine qui est très visible. Pourquoi tu penses qu'il y en a encore si peu? Tu vois, tu dis, toi, tu as été chanceux, tu t'es pas de poser cette question-là. Pourquoi les femmes se les posent ou les étudiantes se posent cette question encore? Est-ce que je vais pouvoir faire ma place là-dedans? Est-ce que j'ai rapport? Est-ce que je suis capable d'être bonne en techno autant que... Pourquoi c'est encore là? Est-ce que tu as pu y penser ou rencontrer des gens qui t'ont donné des pistes là-dessus? Au travers les mois qu'on a, toutes les activités qu'on a fait quand même avec le programme Ubisoft, je pense qu'il y a on s'est rendu compte qu'on manque réellement de modèles. On se rend compte qu'il y a des femmes qui ont des rôles exceptionnels dans la technologie, qui font des choses exceptionnelles, mais on ne les voit jamais. Et puis on les met pas de l'avant, et puis on les entend pas. Ce qu'on voit très souvent, que ça soit à la télé ou ailleurs, c'est très souvent des rôles masculins qui vont représenter exactement, que ce soit Steve Jobs ou tous les autres. Puis c'est très 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 souvent des hommes. Donc même dans notre inconscient, c'est les exemples qu'on a. Donc on s'en rend même pas compte que dans notre société, on a en fait, c'est des paradigmes qui se sont installés qu'on ne voit même pas et qui nous influencent. Donc, puis c'est pour ça qu'ils ont voulu avoir des femmes ambassadrices. Genre, il y en avait deux autres, Julie et Catherine, qui une est chercheuse et l'autre est développeur. On avait des parcours complètement différents. Donc, je pense que ça, c'est la première chose à avoir. Et puis, les statistiques le montrent, même à l'université, on en parle beaucoup. Puis moi, il y a beaucoup de monde qui nous dit, vous en parlez beaucoup, arrêtez maintenant, on a compris. Mais les statistiques montrent que l'inscription à l'université en génie baisse pour les femmes et n'augmente pas. Ces dernières années, elle a baissé. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement quelque chose à faire. Puis, on est allé dans des secondaires. Puis, je me rappelle, on est allé dans un secondaire où un jeune en secondaire 5 avait dit « Ah, ben ouais, c'est une femme, elle est développeur chez Ubisoft. » Tu te dis, on est quand même au Québec, au secondaire, et on a encore des gars en 2019, et puis on a des garçons et des ados qui pensent ça. Donc on se dit, il y a réellement quelque chose à faire, et le travail n'est pas, contrairement à ce qu'on a l'impression, le travail n'est pas à faire uniquement sur les filles. Il est à faire sur les garçons aussi. Parce que les filles doivent comprendre que c'est un des choix qu'elles peuvent avoir, mais les garçons doivent comprendre que c'est pas chasse gardée que pour eux et qu'il peut y avoir des filles dans ce domaine aussi. Donc je pense que c'est vraiment un travail de fond qu'il faudra qu'on fasse encore pendant quelques années. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est un peu le thème cette année, c'est les biens conscients et conscients qu'on a qui empêchent les femmes de progresser. Comme tu dis, c'est pas juste les femmes qui les ont, c'est les hommes aussi. Et c'est pas juste conscient aussi, c'est des fois très inconscient. Même nous, on véhicule nos propres inconscients. Moi, effectivement, pendant longtemps, ma petite fille égale le cours de danse et j'aurais pas nécessairement pensé je vais vraiment l'inscrire à un cours d'informatique parce que pourquoi pas, tu sais. Mais à cause de tout ça, on commence à se dire voyons, mais pourquoi pas? Puis pourquoi on se met des images comme ça? Mais comme tu dis, c'est tellement fort les stéréotypes avec lesquels on vit qu'on y pense même plus. Alors, il faut faire un effort conscient pour les dépasser. Donc, j'imagine que ça fait aussi partie des messages que tu essaies de véhiculer. En fait, l'idée, c'est de véhiculer comme message que tout le monde a les mêmes opportunités. Et que, contrairement à ce qu'on pense, certaines opportunités ne sont pas faites que pour une partie de la population, c'est ce que je dis. Puis les technologies, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui,
sont un outil avec lequel on construit notre futur et le futur de l'humanité. Puis ça, c'est une phrase que j'ai très très souvent répétée pendant que j'ai été ambassadrice, c'est de dire on ne peut pas construire le futur avec une partie de la planète uniquement. C'est aussi simple que ça. On peut pas. Il y a énormément d'exemples où il y a eu des outils qui ont été créés par des hommes et puis une fois qu'on les a mis sur le terrain, on s'est dit oui, on n'avait pas pensé à ça parce que les femmes ne font pas ou ne réagissent pas de la même manière. Donc si en plus on les laisse faire tout pour demain, je pense qu'on risque d'avoir de petits problèmes. Et dans tous les sens. Ça serait bien qu'on travaille tous ensemble et qu'au bout d'un moment, ça ne soit plus une question de sexe, mais que ça soit une question de qualité. Ouais. Après, il y aura des gens qui seront meilleurs que d'autres, c'est sûr et certain, mais on pourra avoir de vraies discussions sur les qualifications des gens en dehors de d'où ils viennent, qui ils sont, c'est quoi leur biologie ou autre. Et toi, est-ce que tu as eu l'impression d'en vivre des préjugés ou des biais du fait que tu es femme, entrepreneur, en tech, etc., tu accumules les couches? Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à faire face à justement de la part des clients, de la part des partenaires potentiels, de la part en général, tu as eu à faire face à des préjugés ou des biais du genre... Ah ouais, hein, tu fais ça, toi, dans le manufacturier. En plus, tu sais, vraiment, on a juste des couches de... Je peux te dire, j'en check beaucoup, t'es architecte, disons, dans le... Donc, est-ce que tu as eu à faire face à ça et comment tu as réagi quand ça a été le cas? Oui, sincèrement, c'est sûr. Il y en a eu plein, puis par rapport à plein de choses différentes, que ce soit, on parlait de l'âge tout à l'heure, le nombre de fois on me dit, t'as un projet étudiant, puis je commence à parler, et puis on me dit, t'as pas 23, 24 ans? Non, puis c'est pas important. Donc c'est sûr qu'il y en a plein. Puis pourquoi tu es dans le domaine manufacturier? Et puis donc c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. J'ai la chance d'avoir un cofondateur quand même exceptionnel, qui est un homme. D'ailleurs, très souvent je dis les meilleurs alliés qu'on a nous les femmes, c'est les hommes quand ils sont de notre côté. Ouais. Et donc on a quand même une bonne dynamique qui fait que quand il se passe des choses comme ça, il va être là pour aider ou pas. De temps en temps, je le fais. J'ai pas besoin de l'aide, mais on a une bonne dynamique qui fait que, par exemple, quand on est en réunion et que je parle, mais qu'on lui répond à lui, il va dire gentiment, c'est à elle qu'il faut répondre. Okay. Donc c'est des tout petits mécanismes. Hein, c'est rien au final, mais c'est très important. Et puis après, c'est des choses à apprendre. L'expérience fait que au début, ça t'énerve. Après, tu apprends à répondre. Après, tu dis, OK, quelles batailles sont importantes pour moi? Parce que si je m'arrêtais sur les préjugés, puis surtout, comme j'ai dit, je suis une femme en technologie, dans le manufacturier, issue de la diversité. Qui est jeune. J'en ai beaucoup. Donc, si je m'arrêtais sur ça, je travaillerais pas. Donc, très souvent, je décide que ce n'est pas des batailles qui valent la peine. Les batailles qui valent la peine sont les batailles pour aider les prochaines générations à peut-être avoir la vie un peu plus facile. Mais après, on n'a pas de temps à perdre. Donc, l'idéal, c'est de travailler. Donc, effectivement, c'est le conseil que tu donnerais. Parce qu'effectivement, c'est un peu de l'énergie perdue de s'en faire avec ça. Jusqu'à un certain point, il faut quand même être capable d'y répondre et de réagir et de ne pas se laisser abattre par ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, dans le sens, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une confrontation pour la confrontation. Moi, c'est là où, de temps en temps, j'ai des conversations avec d'autres femmes où je dis, il y a des confrontations qui ne valent pas la peine. C'est clairement des batailles qui vont te faire perdre de l'énergie plutôt qu'autre chose, alors que d'autres sont très très importantes. Donc c'est plus t'assumer soi-même, assumer qui on est, puis c'est très 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 important au début, et de choisir en fait pourquoi on veut se battre, pourquoi on veut pas se battre, tout en ne se laissant pas faire, je pense. C'est très très complexe, très frustrant de temps en temps. Mais je pense que si on a une vision à long terme et qu'on sait où on va arriver, il faut construire pour ça, puis pas s'arrêter à toutes les batailles parce qu'il y en a. Comment tu vois ton secteur évoluer dans les prochaines années? Pour le secteur, je pense que ça va évoluer dans la bonne direction. Je pense qu'on n'a pas le choix.
dans le sens où le domaine manufacturier, industriel en général, c'est ce qui produit ce qu'on utilise au final, tous les jours, et avec quoi on vit. Et ça va, je pense, dans les années à venir, extrêmement évoluer. Il y a la 5G qui arrive, ça risque de changer la manière dont on produit, dont on bouge les choses, la logistique, la distribution, tout risque d'être changé de manière radicale. Et donc, il faudra être prêt parce que la compétition va être internationale. C'est mondiale, ouais. Ça sera global et on ne pourra pas y échapper. Donc, je pense que le secteur manufacturier est un secteur qui va encore beaucoup évoluer. Il y a beaucoup de choses aussi, encore qu'on ne sait pas. Donc, je pense que ça va être très, très amusant de voir où on va. Et puis, notre vision chez Bridger, c'est vraiment de devenir une plateforme de données industrielles. Et puis de mettre à disposition des différents acteurs de l'industrie les données dont ils ont besoin pour avancer dans leur vie, dans la vie de leur entreprise, puis avancer de la bonne manière avec les bons outils, les bons fournisseurs, qu'ils soient ici ou ailleurs, de manière sans perdre de temps ni d'argent et de manière très simple. Donc c'est un petit peu ça notre vision et on travaille très dur pour pouvoir réaliser ça. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles, justement? Tu vas continuer, j'imagine, ce travail-là aussi sur le terrain, de les aider à part, on a besoin de vous, les filles, ça c'est sûr, tu l'as dit, c'est impossible sinon, dans le contexte actuel. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aussi à ces jeunes filles-là qui hésitent ou qui veulent faire le saut dans la technologie, mais qui ont un peu peur de gérer tout ça, de gérer le regard des autres, de tomber dans un monde d'hommes qu'est-ce que tu as envie de leur dire aussi pour... Moi, j'ai envie de leur dire essayez. Parce que quoi qu'il arrive, les regards seront toujours là. Je pense que toutes les femmes ont eu à vivre ça. Dans n'importe quel secteur. Exactement. Donc, je dirais tout simplement essayez en fait. Essayez, puis n'ayez pas peur d'essayer. Puis ça fait rien si on se rate, parce que il y a aussi ça, la relation à l'échec. On a beaucoup peur par rapport à ça. Mais essaye, si tu te rends compte que tu n'aimes pas ça, tu pourras toujours faire autre chose. On est dans un monde qui évolue rapidement. Et puis, il faut arrêter de voir la technologie comme un domaine. Qu'on le veuille ou pas, la technologie aujourd'hui est en train de devenir horizontale. C'est-à-dire que même si toi, ce qui t'intéresse, le truc le plus auquel on pense à la femme toujours, c'est la mode et l'esthétique, par exemple, même s'il y a énormément d'hommes là-dedans aussi, il y a aujourd'hui de la technologie dans ça, dans les produits, dans les outils, dans comment on traite la peau, comment on traite le corps, donc il y a de la technologie même dans ça. Donc c'est de ne pas se fermer, ne pas se fermer une porte, de ne pas croire que la technologie c'est un ordinateur et codé. C'est beaucoup de choses, la technologie, c'est très... il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a plein d'autres domaines. On a tendance à penser coder sur un ordi, ce qui n'est pas tout le temps uniquement le cas. Donc c'est beaucoup de choses et puis on peut le faire de différentes manières. On n'est pas obligé d'être un chercheur et avoir un PhD pour faire de la technologie non plus. Donc il y a beaucoup de façons de le faire et il faut juste être curieux et puis regarder, puis y aller avec nos passions, tout en sachant aujourd'hui que quel que soit le domaine qu'on veut faire, il y aura très probablement une variable technologie dans l'équation. Technologie partout, de toute façon. C'est magnifique, mot de la fin. Merci beaucoup, Amira, pour la conversation. Merci beaucoup de m'avoir eu aujourd'hui. Femmes innovantes est une série de balados produite par Randstad Canada dans le cadre de son programme Les femmes qui transforment le monde du travail. Pour en savoir plus sur notre programme Les femmes qui transforment le monde du travail, visitez le site randstad.ca/femmes. Merci de votre écoute.